Ok. Alors, dans la famille, Nintendo sanctionne ses fans pour les avoir soutenus quand c'était la loose, en leur ressortant les mêmes jeux quand financièrement ça va mieux. Je demande le petit dernier. Tiens. Yes. Autant vous dire que moi qui ai déjà une Wii U, ça me fait mal que le jeu le plus intéressant de la Switch depuis 7 mois, ça soit encore une fois un portage Wii U. Pourtant, avec cette série de critiques sur ma chaîne, j'aime me focaliser sur les exclusivités Switch. C'est pour ça qu'on va surtout s'intéresser à Bowser's Fury, le mode supplémentaire inédit. Je lance la partie, direct, j'ai l'impression de jouer à un vrai nouveau Mario en 3D. Il fait plus Mario 3D que Mario 3D World, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que t'as une caméra libre, pas de timer, et pas un level design qui ressemble au Mario 2D. Non, là c'est l'aventure, c'est immersif, il y a de l'exploration, et bordel que c'est bien fait. Nintendo, fidèles à eux-mêmes, ils sont trop forts pour te faire un jeu fun, bourré de bonnes idées. Et moi qui ai pas joué à beaucoup de jeux Nintendo ces derniers mois, ça saute aux yeux l'écart avec la concurrence. Bref, j'ai l'impression d'être dans la continuité de Mario Odyssey, mais avec une palette de mouvements moins riche quand même. Ça fait bizarre au début de pas pouvoir jeter sa casquette, parce qu'on se sent plus du tout dans un Mario 3D World. On n'a plus le réflexe non plus d'avoir une touche pour courir quand tu sors des autres Mario 3D. Parce que ouais, j'ai un peu joué à Mario 3D All Stars la veille pour me chauffer. Il y a un peu cette idée des Mario 3D d'ailleurs où tu retournes dans des stages que t'as déjà fait, mais avec un nouvel objectif pour obtenir une nouvelle étoile. Sauf que tous les stages sont au sein du même monde ouvert. Et que c'est mignon graphiquement. Moi j'adore les étendues d'eau pure qui scintillent et qui reflètent le paysage. Ça me rappelle quand j'ai attrapé mon coup de soleil au lac du Bourget. Je veux mourir, tuez-moi. Par contre, incompréhensible, pourquoi c'est pas en 60 images par seconde en mode portable. Bon, moi je m'en fous, je joue sur ma télé avec la manette pro comme toujours depuis 4 ans, mais si t'as une Switch Lite, tu dois te taper du 30 FPS, sérieusement? Pourquoi? Juste pourquoi? Y'a quoi dans le dock? Comme je disais, il y a plein de bonnes idées sinon, le level design, naturellement. Pouvoir se balader sur le dos du dragon, c'est très satisfaisant en fait. La menace de Giga Bowser qui pèse constamment, ça apporte une vraie originalité, c'est très bien fait. Et il y a des bons indices visuels avec les ombres pour savoir quel décor te protège de ces flammes et lesquels tu peux péter avec. Le gameplay de Mario Chat, je le trouve meilleur que dans 3D World parce qu'on s'en sert plus que dans le jeu de base. Au début, on se dit que c'est d'ailleurs dommage que ça soit un power-up et pas une palette de mouvements de base, mais c'est une chouette idée d'avoir mis une réserve d'objets pour rapidement se transformer quand tu veux. Par contre, ça rend le jeu facile. Et je vous préviens de suite, il n'y a aucun challenge dans ce jeu pour un fan de Mario. Alors c'est très cool à jouer, il y a plus de plateformes que dans un monde de Mario Odyssey, mais au final, ils ont un défaut en commun, c'est qu'une fois que tu les as finis, la rejouabilité est quasi nulle, contrairement à un Galaxy 2 ou 3D World, vu que c'est trop facile. C'est dommage, parce que sinon, c'est une chouette aventure condensée. D'ailleurs, la durée de vie, c'est sans doute le plus important. Moi j'ai vu le générique de fin en 4 heures. Et le 100% en 7. Mais j'aime pas parler de 100%, ça sonne chiant. Vu que l'aventure de base est courte, faut se dire que le 100%, ça fait juste partie du jeu quoi. C'est pas un 100% chiant comme la mort à la Assassin's Creed. Il y a toujours plein de trucs sympas à faire, même après le générique. D'ailleurs, tous les autres développeurs, ils t'auraient forcé à faire tout ce contenu dans le cadre de l'aventure principale. Donc quand dans les pubs ils disaient qu'il y a 2 aventures dans cette compile, ils mentaient pas. Alors, il y a peut-être un côté moins épique de se dire que tu te lances pas non plus dans un tour du monde, c'est juste une map. Mais tu vas retrouver tout ce que t'aimes faire dans les Mario. Et même dans cette petite étendue aquatique, ils réussissent à te dépayser avec un monde de glace ou un monde du volcan. Il y a des développeurs qui, avec très peu d'idées, te font des jeux très longs. C'est de la merde, ça devient vite pénible et répétitif, et pourtant, la presse jeux vidéo continue de mettre une très bonne durée de vie en point positif dans leurs tests. Non mais je rêve. C'est pas le cas de Nintendo, ils ont 10 fois plus de bonnes idées, et pourtant leurs jeux sont plus courts, mais c'est grâce à ça qu'ils sont aussi rythmés et amusants. Bon, et est-ce qu'il y a d'autres défauts à part la facilité et les 30 FPS en mode portable? Bon, pas vraiment. Nintendo, ils ont un savoir-faire de ouf, je le répète au cas où c'était pas assez clair. À la longue, peut-être, les attaques de Bowser, ça vient un peu péter le rythme de ton exploration, mais en fait, tu peux les stopper en chopant un astre, et quand t'as compris que ça te permettait de déverrouiller des nouveaux passages, ça devient à chaque fois une bonne occasion pour collecter des astres en plus. T'as toujours un truc à faire en fait quand Bowser se réveille. Donc ça va saouler que les pantouflards qui aiment pas être chamboulés dans leurs vieilles habitudes de papy et qui veulent que tout soit toujours pareil tout le temps. Mario Chat Gigamax sinon il est cool, mais moi aussi j'ai un Giga Chat chez moi donc ça m'impressionne pas trop. Lui c'est le contraire. C'est lui qui laisse des grosses taches noires partout où il passe. D'ailleurs ça me saoulait donc je l'ai renvoyé au service client, emballé, expédié. Je vous rassure, aucune girafe n'a été blessée dans le tournage de cette vidéo. Mais y a pas de girafe? Oui. Il y a quelques mois, j'avais rejoué à tous les Mario pour vous donner mon avis dans une vidéo. Si vous l'avez vu, je mettais pour chaque jeu une appréciation.
Ben dites-vous que Bowser's Fury, en standalone, je le mets aujourd'hui à 4 points d'intérêt sur 5. Peut-être légèrement moins, c'est possible qu'il descende à 3 dans les prochaines années. Par contre, dans le cadre d'une cartouche qui contient aussi Super Mario 3D World, c'est fantastique, c'est un des tout meilleurs jeux de la Switch. Et il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est le temps de cuisson de la choucroute. Mais vu que ça n'a aucun rapport avec Bowser's Fury, je pense qu'on peut s'en passer. Je vais pas vous faire une critique de Mario 3D World ici, mais retenez que c'est moins immersif, moins original, mais par contre la plateforme est grisante, surtout à la fin quand la difficulté se corse. Et dans cette version, les personnages se déplacent 50% plus vite. C'est génial, ça devient la meilleure version du jeu, et je la conseille fortement à tous ceux qui ont jamais eu de Wii U. Comment osez-vous? D'ailleurs, la Switch devient la plateforme ultime pour se faire des bons Mario, ne serait-ce qu'avec ses 3 cartouches. Manque plus que le meilleur. Espérons que la Switch devienne la plateforme ultime pour les Zelda aussi en 2021. Alors oui, ça fait chier que Nintendo sorte encore un portage Wii U plutôt qu'une nouvelle exclue Switch. Mais dans la famille des portages, on n'a jamais vu aussi honnête, avec un deuxième jeu dans le jeu. Pour rappel, dans Donkey Kong Country Tropical Freeze, il y avait juste un perso cheaté en plus, et dans New Super Mario Bros. U Deluxe, j'ai même pas envie de parler de cette merde. Pour tout vous dire, depuis Mario Kart 8 Deluxe, je me suis dit que j'achèterais plus aucun portage Wii U. Donc si Bowser's Fury c'était une blague qui se finissait en moins de 2 heures, j'avais prévu de faire un retour Amazon juste après l'avoir fini pour me faire rembourser. Mais en fait non, je le garde. Je le considère comme un Mario à part entière. Plus court certes, mais c'est un super petit Mario. Ça fait un mois que Shin Megami Tensei 5 est sorti, l'occasion pour moi de faire un premier bilan. Enfin premier, dans ma tête c'est déjà semi-définitif. C'est très peu probable que je me repenche dessus une fois qu'on sera passé à la nouvelle année. Faut jamais dire jamais, mais parfois quand même tu le sais. Je tenais à en parler sur la chaîne, parce qu'après une année 2020 assez pauvre en exclusivité Switch, on peut dire que 2021 a bien remonté la barre. Et donc oui, c'est l'occasion de parler de cette année qui s'achève. On a eu des Monster Hunter, Bravely Default 2, No More Heroes 3, Disgaea 6, un WarioWare, un Mario Golf, Mario Party, Metroid Dread, Pokémon Diamant et Perle et Shin Megami Tensei 5. La qualité n'est pas répartie équitablement, et impossible d'être fan de chacun de ces styles à la fois. De même qu'il est très compliqué de jouer à tous les jeux Switch quand les consoles next-gen te font de l'œil aussi. Il fallait faire des choix. Il fallait que je mise sur un poulain pour cette année. Quel est le jeu Switch qui allait représenter 2021 pour moi ? Le pari était simple, je vous avoue. Je considère pas que la concurrence était rude, malgré la quantité de titres. Et vu l'overdose de Metroidvania que j'ai eu après qu'ils ont envahi la sphère indépendante, je me sentais vraiment pas chaud de m'investir dans Metroid Dread. J'ai choisi Shin Megami Tensei 5 parce que plus tôt dans l'année, dans ma quête de découvrir toujours plus de RPG, j'ai pris conscience qu'Atlus maîtrisait très bien son sujet et ne cessait de perfectionner ses recettes. Pourtant, la série Shin Megami Tensei, j'ai jamais approfondi. J'ai testé le 4 quelques heures sur émulateur 3DS, mais c'est tout. Ce que j'ai bien aimé dans le 5, c'est que sans être un open world du tout, c'est un jeu beaucoup plus ouvert et vaste que le précédent. Ça fait moins dungeon crawler. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'aime le moins, les donjons dans les RPG. Les Shin Megami Tensei, c'est des jeux de collecte de monstres, comme Pokémon, mais avec une difficulté hardcore. Faut s'investir vraiment beaucoup, explorer toute la map, faire toutes les quêtes annexes pour être sûr d'avoir assez d'XP pour espérer battre le prochain boss atroce qui t'attend. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas fini le jeu. Et je compte pas le finir dans un futur proche. Cet investissement rigoureux qu'il demande à cause de son challenge le destine avant tout à une niche de joueurs très spécifique. J'étais encore motivé à tout faire méthodiquement pendant les 10 premières heures, mais après il y a une lassitude qui s'est installée. C'est la même boucle de gameplay qui se répète, mais de plus en plus dure. Donc faut faire de plus en plus de level up. Et finalement, j'ai rien qui m'a scotché et donné envie de continuer une fois le plaisir de la découverte derrière moi. Quand j'y joue, je trouve ça bien. En termes de jeu, c'est interactif, il y a de la décision, tout marche bien, même s'il faut rester sur ses gardes. Mais quand je l'arrête le jeu, j'ai jamais l'appel de le relancer. Le scénar, les persos, les dialogues, c'est pas mauvais, mais c'est pas pour ça que tu resterais happé. Le jeu t'y joue pour son concept et son gameplay. Je vous disais que sa boucle de gameplay se répétait, mais ça n'enlève en rien le fait que ça soit très réussi. C'est prenant de capturer des monstres, plus que dans Pokémon, et c'est pas niais. C'est d'ailleurs plutôt glauque l'ambiance. C'est marrant la mécanique qui consiste à négocier avec les démons en combat pour les convaincre de rejoindre ton équipe. Contrairement à Pokémon, tu captures pas des monstres que tu vas te taper tout le long de ta partie ou que tu vas abandonner dans le PC.
vu qu'il y a la fusion de démons. Ça te permet de recycler 2 monstres moyens pour en avoir un plus fort. Et c'est satisfaisant d'en créer des rares comme ça par hasard. Ça me rappelle un peu Dragon Quest Monster Joker pour ceux qui se rappellent. J'avais bien aimé sur DS à l'époque. Mais y a pas que les monstres. Progresser dans les zones et collecter au fur et à mesure ce qui te permettra de compléter tes quêtes en cours, c'est assez satisfaisant. Le système de combat, c'est du tour par tour très simpliste, très facile à prendre en main, mais t'as tellement d'options que ça le rend très stratégique. On s'ennuie pas quand on se bat. Quand on gagne, c'est gratifiant. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est fatigant. Faut réfléchir dans les combats, contrairement à une aventure Pokémon. Parce que le jeu le sait bien que son système de combat est très simple, donc en contrepartie, il te demande de jouer parfaitement. Et t'inquiète pas qu'il est prêt à te faire payer très cher chaque petite erreur d'inattention. En fait, c'est un peu le contraire de Xenoblade Chronicles 2, qui lui a plein de mécaniques complexes, difficiles à assimiler, mais au fond, t'as même pas besoin de tout comprendre pour avancer parce que le jeu est pas dur. Et rien que les environnements et le scénar peuvent te donner envie de continuer. SMT5, il a pas ça. Il a du challenge à la place. Et en vrai, c'est très cool. Si le jeu était facile, il serait nettement moins intéressant. Et c'est ce qui me fait dire que l'intérêt de ce jeu, il réside quasi exclusivement dans son système de jeu et sa difficulté qui te contraint à bien l'exploiter. C'est pas comme des jeux grand public comme Final Fantasy par exemple, qui peuvent même plaire à des gens pas spécialement fans de RPG à la base, grâce à leur univers, leur histoire, leur musique et une difficulté moins exigeante. Mais quand avec le temps tu deviens un fan hardcore de RPG, c'est possible qu'à terme il te faille quelque chose de moins convenu qu'un Final Fantasy, quelque chose de plus élitiste. Et c'est là que Shin Megami Tensei rentre en scène. Contrairement à ce que laissait entendre la com de Nintendo cette année, SMT5 c'est avant tout un jeu de niche. Et pourtant il a eu énormément de temps d'antenne dans les Nintendo Direct, au même titre qu'un énième spin-off Mario. C'est une exclue Switch pour le moment, et Nintendo voulait vraiment nous le faire savoir qu'eux aussi ont des jeux pour gamers. Ils ont beaucoup soutenu le projet. Regarde, même sur la tranche de la boîte, ça dit que c'est édité par Nintendo, alors que le 3 c'était encore Atlus. D'ailleurs, il paraît que ça peut encore sortir sur PC ou PlayStation. Et ça se voit, le jeu est pas très fluide sur Switch. C'est pas hyper agréable quand tu déplaces la caméra. On s'y fait, mais ce niveau de performance, on a plutôt l'habitude de le voir sur des portages Switch de jeux dispo sur des consoles plus puissantes, pas sur des exclus. SMT5, c'est pas un RPG traditionnel avec des villages et tout. J'ai pas le goût du voyage avec ce genre de RPG d'Atlus. Le cœur du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est de maîtriser et approfondir toutes les possibilités de son gameplay, du système de combat à la gestion de ses démons. Ça peut paraître con de dire ça, que le cœur du jeu c'est son gameplay, mais c'est pas toujours le cas dans les RPG. Pour rappel, moi Xenoblade Chronicles 2 m'a saoulé dans son gameplay, mais parce que l'univers et les mondes étaient cool, et parce que le jeu était assez scénarisé et rythmé, ben j'ai eu le courage d'aller au bout. Parce que c'est tout ça pour moi aussi qui fait partie du cœur d'un RPG. Et à côté de ça, c'est surprenant que la série des Persona se démarque autant, alors que c'est un spin-off de Shin Megami Tensei. Je pense que les Persona, ils ont des éléments grand public, dans la musique, les dialogues, le rythme, l'histoire, les villes, quelque chose qui fait que c'est plus facile d'accrocher. Les Shin Megami Tensei, ils font pas cet effort. Ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est louable de pas être malléable et faire des jeux de niche. Pour une fois, c'est traduit en français, donc y a de quoi se laisser tenter, mais faut juste pas se dire que tu joues à SMT5 pour noyer ton chagrin de pas avoir Persona 5 Royal sur Switch, parce que les deux jeux sont super différents, dans l'ambiance, dans ce que tu vas faire de tes journées, et dans l'importance de l'intrigue. Y a que le nom des sorts et le design des démons qui sont pareils en fait entre les deux jeux. Le but de cette vidéo, c'était de prévenir les gens un peu curieux, mais pas très renseignés, qui étaient tentés de se prendre SMT5 parce que c'est une exclusivité. Je vous le dis franchement, c'est risqué. En revanche, si tu fais partie de la niche ciblée, là, il y a vraiment moyen de kiffer. Poil aux fessiers. Globalement, avec du recul, je suis plutôt déçu par les softs Nintendo. En démarrant mon aventure Switch avec Breath of the Wild et Mario Kart, je m'attendais à vivre des expériences pareilles chaque année. Or non, ça n'a duré que la première année. Pour ça que je suis devenu un tel défenseur de la Wii U. Les deux jeux qui m'ont fait me réconcilier avec Nintendo, c'était deux jeux Wii U auxquels je jouais sur une Switch. Je pense au final que les trois jeux qui peuvent encore reconquérir mon cœur de fanboy déçu, c'est Breath of the Wild 2, forcément, un Mario Odyssey 2, qui corrigerait les manquements du premier, et enfin un Mario Kart 9 Next Gen, s'il sort un jour sur Switch. Ah, et pourquoi pas aussi le prochain jeu de Retro Studio. Ils me rendent curieux, eux.
En tout cas, c'est pas SMT5 qui aura le droit à mes éloges cette année. Bien! C'était drôle! Maintenant, sortez Persona 5 Royal sur Switch SVP. Bonjour, bonjour. Ça va? Dans la même veine que quand je vous ai présenté plusieurs jeux Wii U d'un coup, là je vais faire le même exercice mais avec des exclusivités Switch. L'occasion de rapidement vous donner mon avis sur des jeux Switch pour lesquels j'ai pas prévu de faire une longue critique. Et vu qu'il y a la hype Pokémon ce mois-ci, enfin la hype, je sais pas qu'il y a plus de 16 ans il y a encore la hype pour Pokémon mais faisons genre. Vu que c'est la hype, on va revenir dans le passé pour se remémorer de la dernière fois qu'on avait aussi eu la hype, alors qu'au fond c'est toujours Game Freak aux commandes donc c'était rien d'impressionnant. Pokémon épée bouclier. C'était en 2019. J'étais naïf tellement de fois avec Pokémon. À chaque nouvelle génération, j'avais l'espoir qu'il y ait assez de renouveau pour me replonger dedans. Et c'était encore plus le cas pour épée bouclier parce que ça sortait sur Switch quoi. Enfin sur une console de salon HD, il y avait moyen de faire des dingueries. Mais ça restait dans la même veine que les épisodes 3DS, en gardant les deux gros défauts modernes de la série à mes yeux. Les dialogues et la difficulté. Quand je parle des dialogues, ça englobe l'histoire mais aussi le ton général du jeu. Beaucoup de fans de Pokémon ont plus de 25 ans aujourd'hui, ceux qui ont adoré les premiers épisodes à l'époque. J'en fais partie. Mais à part Pokémon Go, aucun jeu Pokémon n'a grandi avec ses joueurs. Et pourtant Pokémon Go c'est un jeu mobile de mort. C'est comme si à chaque nouvel épisode sur console, il visait de nouveau les 6-8 ans qui n'avaient pas l'âge de jouer aux jeux vidéo pendant la sortie de la génération précédente. C'est rempli de dialogues ultra plats et on s'adresse à toi comme à un enfant. Ça vient même pas du fait que les graphismes soient mignons, cartoon et colorés. C'est le cas des jeux Mario aussi, alors que eux ne te parlent pas comme si t'avais redoublé ton CE1 l'an dernier. Jouer à Mario à 30 ans, c'est pas la honte, mais quand je joue aux récents épisodes de Pokémon, je me sens sale. Ça devrait pas être à moi de me rabaisser à leur niveau pour essayer d'apprécier. Le jeu vidéo dans l'ensemble ne fait que progresser, donc j'ai pas envie de m'infliger ça. Mais si c'était que ça. Le souci c'est qu'il y a aucun challenge dans les jeux Pokémon. C'est quoi un jeu sans enjeu ? C'est un jeu où une fois que t'as appris l'attaque lance-flamme, tu spammes le bouton A 95% de ton temps et ça suffit pour gagner et avancer dans l'histoire. Je m'ennuie tellement dans les jeux Pokémon, et ça me fait chier parce que j'ai adoré cette série quand j'étais jeune. Et j'aurais trop envie de retrouver ce même plaisir. Franchement il en faut peu, je demande pas grand chose. Juste rajouter un mode difficile. Sélectionnable dès le début pour les joueurs vétérans, comme ça les nouveaux joueurs sont pas pénalisés. Un mode difficile avec des combats contre des dresseurs de plus haut niveau, et qui désactiverait cette idée pourrie de distribuer l'expérience gratuitement, automatiquement à tous les autres Pokémon qui n'ont pas participé au combat. Moi quand j'ai joué à Pokémon Bouclier, j'ai été obligé de m'imposer mes propres contraintes et handicaps pour pas trop m'ennuyer. Ça s'appelle un Nuzlocke Challenge. Mais avant les Nuzlocke, on les faisait quand on connaissait déjà le jeu, pas quand on venait de le commencer. En bref, le mode histoire de Pokémon épée bouclier, c'est de la merde. Mais l'intérêt de cette série, c'est aussi le post-game, où tu te crées une équipe stratégique et tu combats tes amis en ligne. Ça c'est fun, c'est vrai. Pendant un temps, parce que le Gigamax réduit très vite les possibilités. C'est à qui va placer son Aeromax en premier pour booster sa vitesse. En fait, Pokémon depuis 20 ans, c'est pour les fans de Pokémon, avant d'être pour les fans de jeux vidéo. Donc autant vous dire que je n'ai aucune attente pour Legend Arceus. Quand on est adulte, on se tourne vers d'autres loisirs. Comme le golf. Ça, c'est élégant. Golf Story est une exclusivité Switch. Et vous ai-je déjà dit que le golf et moi, c'était une longue histoire ? Certains disent que c'est coûteux comme activité, mais quand on aime, on ne compte pas. Vous savez, c'est un sport qu'on fait assez naturellement quand on a autant de succès que moi sur internet. Ok. Golf Story est un jeu de golf qui se joue très simplement, comme la grande majorité des jeux de golf, et malgré son style graphique 16 bits assez simpliste, il procure de bonnes sensations, que ça soit par ses animations, la façon dont la balle se déplace et rebondit, mais aussi par la qualité du son en général. C'est très jouissif de taper une balle. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un vrai mode aventure où tu déplaces ton perso librement dans le monde. Tu parles au PNJ, il te lance des défis originaux, à base de golf. Il s'agit pas juste d'enchaîner des coupes de 18 trous à la chaîne, donc le rythme est agréable. C'est vraiment cool si t'aimes le golf. Je dirais même plus, le golf c'est vraiment cool, vous devriez tous aimer ça. Bon, on va quand même citer quelques défauts pour que ça ait l'air d'une critique. Le jeu est pas traduit en français, et c'est dommage parce qu'il y a de l'humour et pas mal de dialogue. Et puis le plus embêtant, je dirais, c'est que le jeu est pas linéaire, mais ça joue en sa défaveur. Parfois, tu sais juste pas où aller pour faire avancer l'histoire. C'est un peu frustrant. Mais à part ça, c'est sympa. Sans être transcendant, malgré le fait qu'il ait pas mal fait parler de lui à sa sortie,
c'est pas un indispensable je trouve. Mais c'est peut-être quand même plus original que Mario Golf Super Rush. Tetris 99. C'était ma plus grosse surprise de l'année 2019. Parce que ouais, une énième version de Tetris, je m'attendais vraiment pas à ce que ça me scotche autant. Le bon plan c'est de l'acheter en physique, comme ça t'as 1 an d'abonnement online en plus. L'intégration de ce mode Battle Royale marche juste trop bien. Être méthodique, préparer ses attaques en avance, mais aussi être réactif et développer de nouvelles techniques d'assemblage. J'aimais déjà le concept de Tetris, mais ça m'a rendu meilleur de tryhard pour finir premier. Maintenant, quand je jouais à des épisodes précédents, c'est même presque trop facile. Et finalement, maintenant, jouer tout seul, sans les 98 adversaires, c'est plus pareil. Il y a moins d'enjeux, moins de frissons, moins d'adrénaline, moins de comeback, moins d'euphorie, moins d'e-sport en fait. Ouais c'est ça Tetris 99. La compétition ça a du bon. Super Mario Maker 2. Encore un jeu de 2019, décidément, on a été gâtés cette année-là. C'est donc à ça que ressemblait le jeu vidéo avant le Covid. Je l'ai beaucoup attendu parce que le premier épisode Wii U avait bien buzzé sur YouTube, et aussi parce que ça avait l'air trop fun, des possibilités infinies de création offertes à une communauté aussi engagée, ça pouvait que marcher. Le deuxième épisode sur Switch était finalement pas si différent. Il y avait un mode Mario 3D World, mais en vrai ça changeait rien, c'était dommage. Le gros intérêt pour moi, c'était d'avoir ajouté une aventure solo avec des niveaux assez originaux, créés par les développeurs, pour donner des idées au reste des créateurs. Sauf qu'une fois que j'ai fini l'histoire principale, j'ai testé les niveaux de la communauté les mieux notés. C'était bien, mais au bout d'une dizaine de niveaux, j'ai compris, hein, ça m'a lassé de plus en plus. Si t'es pas un streamer en vrai, pourquoi t'irais jouer à ça des mois quoi? Finalement, le moteur d'un jeu de plateforme 2D, ça a quand même ses limites créatives. C'était novateur sur PS3 à l'époque de Little Big Planet. C'était encore fun en 2015 à l'époque de Mario Maker Wii U. Mais aujourd'hui, je pense qu'il nous en faut plus. De la 3D par exemple. Un éditeur de niveau de Mario Galaxy, ça aurait été digne d'une suite. Mais quand tu vois ce qu'on peut faire sur PS4 avec Dreams, tu te dis que Mario Maker 2 est plus trop dans l'air du temps. Il s'est pas super bien vendu d'ailleurs malheureusement. Dites-vous que New Super Mario Bros. U Deluxe s'est vendu presque 2 fois mieux. C'est honteux. Alors qu'objectivement il est vraiment moins bien. Moins riche, moins original, moins créatif. Je comprends pas. Ça doit juste être à cause de la jaquette. Le grand public, il sait pas vraiment ce qu'il achète. Allez, espérons que Mario Maker 3 soit un Mario Maker 3D. C'était mon avis sur 4 jeux Switch, en toute sincérité. J'ai pas toujours mis des pincettes, mais je pense pas que ça soit ce que vous recherchez. Sinon vous seriez sur des sites de presse, pas sur des petites chaînes YouTube indépendantes. Si vous avez un avis différent du mien et que vous voulez m'expliquer pourquoi, je suis très intéressé en vrai. Et si vous avez d'autres exclusivités Switch que vous voulez que je teste, faites-moi signe, et croix de bois, croix de fer, je verrai ce que je peux faire. Dans ma vidéo sur Shin Megami Tensei 5, je vous ai dit qu'avec du recul, j'étais plutôt déçu par les exclusivités Switch. Quand je regarde toutes les sorties qu'il y a eu, il y a que l'année 2019 qui s'est démarquée en nombre d'exclus. Avec des titres comme Astral Chain, Luigi's Mansion 3, Super Mario Maker 2, le remake de Link's Awakening, Ring Fit Adventure, Pokémon Épée Bouclier, Demon X Machina, Little Town Hero, Marvel Ultimate Alliance 3, Travis Strikes Again, Yoshi's Crafted World, The Tourist, Cadence of Hyrule, et donc Fire Emblem Three Houses. Lui, j'ai souvent entendu que c'était peut-être la meilleure exclue Switch. Mais je me suis dit, non RM, il y a des styles de jeu, tu sais que c'est pas pour toi. Les FPS, les beat'em all, les Metroidvania, et plus récemment, j'ai pris conscience que les tactical RPG non plus, j'arrivais plus à accrocher. Pourtant, j'avais découvert ça assez jeune, sur GBA avec Final Fantasy Tactics Advance, je m'y étais investi. Puis Disgaea DS, j'avais trop kiffé. Puis Disgaea 4 sur PS3, j'avais adoré. Puis Disgaea 5 sur PS4, j'avais détesté. Puis tous les autres tactical RPG, ils m'ont fait chier. Sur PSP, il y avait que ça, j'ai fait une overdose. Sur Switch, même la démo de Triangle Strategy, j'ai pas eu la force de la finir. Non, je me suis fait une raison, mon corps a changé. Il doit apprendre de ses expériences passées, il n'est plus fait pour les tactical RPG. Donc vous vous doutez bien que quand un inconnu dans la rue m'a dit « Eh, t'as pas fait Three Houses? Tu devrais tester !» J'ai retroussé mes manches et je lui ai dit « Allez !» Je lui ai enfin donné sa chance, presque 3 ans après sa sortie, et je vais vous donner mon avis. Je rassure tout de suite les moins concernés d'entre vous, je vais pas rentrer dans le détail de tout ce que le jeu propose comme feature ou nouveauté, parce que c'est pas une vidéo destinée aux fans de Fire Emblem, mais plutôt aux fans de Switch. Comme d'hab, on va rester très en surface au niveau de la description du jeu pour plutôt s'attarder sur mon ressenti en tant que joueur. Dans les tactical RPG, ce qui me lasse de plus en plus, c'est d'enchaîner des chapitres et de ne voir
que des champs de bataille. 5% de dialogue et 95% de combat. À ce que je sache, même dans les RPG classiques au tour par tour, tu ne fais pas que des combats. Imaginez un Dragon Quest découpé en chapitres, et chaque chapitre, c'est un combat de boss au tour par tour qui dure 1 heure. Et tout le jeu, c'est que ça, 40 heures de combat. Bah non, ça marche pas. Ce qui est bien dans Dragon Quest, c'est l'équilibre entre combat, dialogue, exploration de la map, des villages, des quêtes annexes qui consistent pas forcément à faire des combats. C'est varié, on voyage. Les tactical RPG en revanche, ils ont souvent pas cette dimension voyage et exploration, parce que tu ne contrôles aucun personnage en dehors des combats. C'était le cas pendant longtemps dans les Fire Emblem. Mais dans Three Houses, non! T'as un grand château où tu peux te déplacer librement, parler au PNJ, faire des quêtes, et c'est prenant! Vous savez à quel point je tiens à mon exploration avec une caméra libre. Bon, c'est la seule ville du jeu, donc niveau voyage, on repassera, mais rien que ça rythme beaucoup mieux l'aventure. Et puis c'est optionnel. Si ça te gave, tu peux retourner faire des combats. C'est juste que t'as des petits bonus à récupérer en te baladant dans l'école. Ah oui, je vous ai pas dit, t'es professeur d'une classe et la plupart des PNJ c'est tes élèves. En parlant avec eux et en leur rendant service, tu peux développer tes amitiés pour déverrouiller de nouveaux dialogues. En tant que prof, tu dois les conseiller aussi. Mais parfois, j'ai décroché du côté RP. Je choisissais des réponses à contre-cœur parce que le jeu récompense plus le fait de dire au PNJ ce qu'il veut entendre plutôt que donner des conseils objectivement bons en tant que prof. C'est un peu dommage pour l'immersion. Gardez ça en tête si vous voulez booster vos équipes. Mais sinon, ça marche quand même bien. Les élèves ont tous une personnalité forte, et ça fait qu'au final, on s'attache vraiment à tous ces persos, même ceux qui avaient l'air pas du tout charismatiques en début de partie. Et comme vous le savez sûrement, dans Fire Emblem, il y a les morts définitives en combat. Et c'est pas pareil de perdre quelqu'un quand t'aimes sincèrement chacun de tes élèves. Autre chose qui est très réussie, c'est que t'as une option annulée dans les combats. Je compte plus le nombre de tacticals dans ma vie où je devais recommencer un combat en entier parce qu'à la 35e minute j'ai fait une petite erreur, ou alors l'adversaire a eu de la chatte sur un coup critique. Là, pouvoir revenir très facilement quelques tours en arrière, c'est tellement pratique, sans pour autant que t'aies l'impression de cheater le jeu. Plus de jeux devraient avoir une fonction rewind, comme dans Forza ou dans certains émulateurs. Et puis les combats, c'est du tactical dans sa forme plutôt basique, mais tant mieux, qui continue de peaufiner ce qui marche déjà, plutôt que de rajouter plein de nouveautés qui servent à rien. Mes 20 premières heures de jeu m'ont bien plu. Sans me retourner le cerveau, c'était sympathique. Et c'est déjà une prouesse de m'avoir réconcilié avec les tactical RPG. Seulement à partir de là, j'ai vu que les quêtes annexes sur le campus, ça tournait un peu en rond, et qu'on faisait toujours la même chose dans ces phases d'exploration. Mais c'est pas grave, j'aime bien les jeux qui te laissent de la liberté, et Three Houses te laisse la possibilité de skipper ces phases-là pour avancer dans l'histoire. C'est ce que j'ai commencé à faire, parce que je trouvais que le scénar avançait un peu trop lentement. Et on arrive à ma première déception, l'histoire. Alors gardez en tête que c'est que mon avis, je connais plein de gens qui ont adoré, mais moi je trouve le début tellement prometteur et annonciateur de grandes choses, qu'au final, à part un ou deux twists, il se passe des dizaines d'heures qui sont seulement prétexte à tuer du bandit dans le village d'à côté. Ça vole pas très haut. Les gros fans vous diront que l'intérêt du scénar c'est de refaire le jeu 3 fois, parce qu'il y a des gros embranchements dans l'histoire en fonction de la classe que tu choisis dans l'école. D'où le nom Fire Emblem Three Houses, Fire Emblem 3 maisons. Et donc à chaque nouvelle run, tu vois un nouveau point de vue de l'intrigue. Mais ce délire de point de vue, il y a des films ou des jeux qui le font beaucoup mieux. Là, c'est un levier scénaristique un peu facile pour faussement te faire croire que l'histoire est complexe. Moi, je l'ai trouvée banale. Et elle traîne en longueur avec des tonnes de dialogues pas très passionnants. Personnellement, j'ai un peu atteint le stade où, aujourd'hui, je veux des jeux plus originaux, de la prise de risque dans autre chose que le gameplay. Je veux de la prise de risque dans les thèmes abordés, dans l'univers, dans les dialogues, la façon de raconter une histoire. Là, Fire Emblem, c'est correct, mais ça brise pas les codes. Ça reste du déjà vu 1000 fois, ce médiéval bateau sans renouveau. Vous voulez un scénario simple mais tellement bien écrit qu'il est très agréable à suivre ? Dragon Quest 11. Sinon, je veux des ambiances uniques, à la Persona ou Yakuza, ou même de l'inspiration occidentale à la The Witcher. Scénaristiquement, Nintendo, vous pouvez faire mieux franchement. Bon, au moins, ils gèrent leur gameplay. Mais aussi bon soit le gameplay, un tactical, ça finit inexorablement par devenir répétitif après quelques dizaines d'heures. Je pense avoir été clair sur le fait que les tacticals me saoulent vite, parce que je trouve pas de plaisir particulièrement jouissif à bouger des pions sur une map. Pour un gros combat de boss important, oui d'accord, je me mets dans le délire, je me concentre et c'est gratifiant d'y arriver. Mais quand la majorité du jeu c'est faire des combats, on peut pas me demander le même niveau de concentration à chacun des combats.
donc je les rush. Sauf qu'en les rushant, je me rends compte que je ne m'amuse pas à faire des combats. Je continue de jouer juste pour voir la suite du scénar. Donc quand il évolue très lentement et que les dialogues sont assez classiques, je me demande vraiment ce qui me retient de juste regarder la suite de l'histoire dans une vidéo YouTube en vitesse 1,5. Et c'est ce que j'ai fait une fois que j'ai atteint le générique de fin pour voir les embranchements supplémentaires dans le scénar. Je voulais pas refinir le même jeu 3 fois non plus pour voir quelques cinématiques changer. Alors, est-ce que Fire Emblem Three Houses est la meilleure exclusivité Switch? Malgré tout, c'est probable. Mais en y réfléchissant, est-ce bien dur? On n'a pas encore eu de Zelda exclusif, pas de Mario Kart exclusif, pas de Donkey Kong exclusif. Les grosses séries solo pour lesquelles Nintendo a sorti un nouvel épisode exclusif sur Switch, c'est Animal Crossing, Metroid, Luigi's Mansion, Xenoblade Chronicles, Pokémon et Paper Mario si je compte pas les trucs bof comme Kirby et Yoshi. Mais franchement, à mes yeux, aucun d'entre eux n'est un must-play comme Breath of the Wild. Pour moi, la seule exclue qui rivalise, et que j'ai pas encore cité, c'est Super Mario Odyssey. Il était bien, mais m'a quand même un peu laissé sur ma faim. Et j'ai l'impression que si un jour on a un Mario Odyssey 2 qui est meilleur, on va vite oublier le premier. Tandis que Fire Emblem Three Houses ne se fera peut-être pas détrôner de sitôt dans sa catégorie. Peut-être que c'est la meilleure exclue Switch. Mais pas pour longtemps. L'avenir sent bon entre Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 et tous les jeux pas encore annoncés. En revanche, que Fire Emblem Three Houses reste le meilleur RPG Nintendo de la console, c'est déjà plus probable. Commençons cette vidéo par une question très importante. Est-ce que vous allez bien? Tant mieux, moi non plus. Parce que dans cette vidéo, je ne parlerai pas de mes poules aux œufs d'or que sont la 3DS, la Wii U et la Vita. En effet, aujourd'hui, retour sur la Switch, qu'on a tendance à déserter ces temps-ci. Ou alors c'est que moi. Vous jouez à la Switch, vous, cette année? Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de méga hit. Alors j'aimerais revenir sur certains jeux sortis il y a quelques temps, à commencer par l'invention de Nintendo, la plus inventive, oui, brillante, surprenante, originale, étonnante et formidablement bien designée. One to Switch! Non, je déconne. Nintendo Labo! Toy-Con numéro 1, Variety Kit. Je vous jure que quand ils ont sorti leur premier trailer d'annonce à l'époque, avec le piano en carton qui prend vie, j'étais sur le cul. Ça m'a trop vendu du rêve. C'est pour ça que j'aime Nintendo en fait. Ils font des jeux vidéo créatifs, mais ils pensent ludique. Avant tout, qu'importe le moyen. Et ils ont pas peur d'être à l'avant-garde quand il s'agit de lancer des nouveaux concepts originaux qui n'ont pas encore fait leur preuve chez la concurrence. Non, Nintendo, ils influencent plutôt les autres développeurs à les imiter. Et ça c'est fort. Qui aurait pu se douter qu'ils allaient inventer un concept à la Nintendo Labo quand ils nous ont dévoilé la Switch la première fois? Et pourtant les indices dans le hardware de la console étaient tous là. Nintendo Labo était l'expérience qui allait enfin exploiter toutes les capacités de la Switch. La portabilité, le gyroscope, les vibrations HD, et même celles qu'on questionnait encore, comme la caméra infrarouge. Et ça marche du feu de Dieu! Première étape, la construction. Moi ça m'amuse trop, j'adorais les Lego quand j'étais petit. Petit, ouais. Et voir tous les procédés ingénieux qu'ils ont conçus pour transformer des planches en carton toutes plates en mécanismes avec du volume, c'est époustouflant. Surtout que les instructions de montage sur l'écran de la console sont hyper claires et ergonomiques. C'est un autre niveau que les fascicules Lego en papier. Mais forcément, comme souvent dans la construction, il y a des opérations qui se répètent beaucoup, et avec le premier kit Nintendo Labo, on passe vraiment des heures et des heures à construire. Au bout d'un moment, j'en avais marre, et je commençais à me dire que j'aurais sans doute pas la motive de repasser par la case construction pour un prochain kit. Une fois construit, tu te retrouves avec 5 jouets qui ont chacun leur gameplay. Et d'un coup, tout prend sens. Tous ces petits détails que t'as installés pour améliorer le game feel, tu les ressens dans tes doigts. Les mots me manquent pour décrire comment j'ai trouvé toute cette expérience brillante d'ingéniosité quand je l'ai découverte en 2018. Ça m'était pas arrivé depuis des années une claque pareille. Nintendo Labo, c'est trop bien. Mais une fois que tu comprends toute la magie derrière, c'est-à-dire que quasiment tout fonctionne grâce au capteur infrarouge qui capte des stickers blancs que tu colles à l'intérieur, ben il reste quoi après le plaisir de la découverte ? Il reste que des petits jeux pas très profonds sur lesquels tu vas te lasser au bout de quelques minutes. La canne à pêche, c'est peut-être mon préféré, mais la durée de vie est courte. La maison, elle sert à rien, la petite voiture non plus, à part organiser des sumo avec ses copains. Nounours PD contre Pikachu Sida, go! Revanche. Le Sida l'emportera toujours sur le PD. Le piano, il est génial si t'es d'humeur compositrice, j'ai moi-même composé un morceau avec.
et on fait très vite le tour du guidon de moto. C'est pas lui qui va me faire déserter Mario Kart. Mais là où c'est malin, c'est que tu peux utiliser certains objets dans d'autres jeux. Justement, le guidon, ça devient un accessoire pour Mario Kart. Si t'étais du genre à jouer au Wii Wheel sur Mario Kart Wii, tu vas kiffer. Sinon, c'est encore plus injouable. En fait, le principal défaut que j'anticipais en voyant le premier trailer de Nintendo Labo, c'est la place que ça allait prendre. C'est ça qui m'a retenu d'acheter les Toy-Con suivants. Et oui, j'habite en banlieue parisienne, j'ai pas 200 mètres carrés pour entreposer toutes ces conneries. Les boîtes plates de jeux vidéo, ça passe encore. Mais le carton, ça s'emboîte pas. Et moi qui en suis à mon 3e déménagement en 3 ans, je me la joue plutôt minimaliste dans l'espace que j'occupe maintenant. Alors je suis passé à côté du Nintendo Labo Toy-Con numéro 2, qui est un robot géant. Ça c'était moins attirant, hein. T'avais qu'un seul concept contrairement aux 5 jouets du premier, et c'était surtout marketé pour les gosses. J'allais pas séduire grand monde avec ça sur le dos. Le Toy-Con 3 avait l'air un peu plus cool, il était orienté conduite avec ses différents véhicules. D'ailleurs, on peut toujours utiliser le volant dans Mario Kart 8 Deluxe. Donc tout ça, c'est sorti en 2018, et ça n'a pas été le succès commercial escompté. Puis le tout dernier épisode de Nintendo Labo, le 4ème, lui est sorti un an plus tard, en 2019. Le kit VR, qui a eu la très bonne idée d'aussi sortir dans une version light à 30€ à peine, sans tous les jouets bizarres, mais juste avec les lunettes VR et le canon. Et ça, je l'ai acheté. Le concept m'a convaincu. Il coûtait pas cher, il était moins encombrant, il y avait moins de choses à construire, en plus je l'ai pas construit seul donc c'est allé vite, et j'avais trop envie de tester la VR low cost version Switch. C'est le meilleur kit Nintendo Labo qui soit, pour découvrir le concept sans trop d'investissement en temps ni en argent. Et aussi la meilleure option pour découvrir la VR pas cher, mais sauce Nintendo avec ce que ça implique d'ingéniosité. Je trouve que là ils ont fait plus d'efforts sur les jeux. La durée de vie des Toy-Con est meilleure parce que les expériences ludiques sont plus profondes. Le canon paye pas de mine comme ça, mais ça offre un bon Unreal Shooter avec des idées visuelles intéressantes. Ça me fait dire que si c'était Nintendo qui avait sorti un PSVR, ils auraient pondu des dingueries. Et avec le canon, il y a même un mode 2 joueurs compétitif avec des hippopotames et des fruits, qui allie adresse et stratégie. On l'a bien saigné à deux. Mais même les lunettes VR sans le canon, c'est cool. Il y a des petites applis et même un éditeur de jeu. C'est ça la force de Nintendo Labo. C'est créatif, mais ça pousse aussi la tienne de créativité. Avec un éditeur assez riche qui exploite tes Toy-Con. Vous connaissez l'atelier du jeu vidéo que Nintendo a sorti l'an dernier? Bah c'était pas nouveau, ça reprend le même concept, mais sans les jouets en carton. Et moi-même, j'ai développé une application sur Nintendo Labo. Elle m'a permis de toucher une large audience féminine sur YouTube grâce à mon tuto « Comment construire un vibro ». C'est pas moi qui invente, hein, c'est les chiffres de YouTube. C'est la seule vidéo où j'ai plus de femmes que d'hommes dans mon audience. Parce que sur le reste de mon contenu rétro, on tourne plutôt autour des 95% d'hommes. Hein. D'ailleurs, il y a des filles dans la salle ce soir? Et même si t'as la flemme de créer des jeux à la place de Nintendo, le kit VR a quand même une bonne longévité vu que tu peux le recycler sur d'autres jeux. Par exemple, tu peux faire tout Zelda Breath of the Wild en VR, c'est fou! Ça rend bien, mais surtout au sol quand tu passes à côté des arbres ou que t'escalades un mur. Dans les airs, ça fait pas grand chose étrangement. Ça rappelle un peu la 3D de la 3DS. Mais c'est fatigant, hein, ça pèse lourd sur les bras et le dos. Le jeu est en 30 fps et la résolution de la Switch étant ce qu'elle est, c'est pas agréable à l'œil très longtemps. Tu peux jouer à Captain Toad aussi avec, sur 4 niveaux. Et même Super Smash Bros Ultimate, vu que les décors sont très beaux, ça passe bien. Par contre, je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu autant la gerbe avec la VR qu'un jour sur Smash Bros Ultimate. C'est peut-être les mouvements de tête pas fluides alliés au flou de la résolution. Et enfin, ils ont fait un mode VR pour Super Mario Odyssey. Mais c'est pas tout le jeu, c'est juste 3 mini-zones de rien du tout qui se finissent en 5 minutes. C'est vraiment naze. D'ailleurs, parlons-en de Mario Odyssey. C'est une vidéo Switch en vrac après tout, hein, on va pas parler que de Nintendo Labo. Après la claque que je me suis prise sur Zelda Breath of the Wild en 2017, j'étais très confiant concernant le nouveau Mario qui sortait la même année. Dans un premier temps, j'ai pas été déçu. Comme je vous le disais, j'attends de Nintendo une créativité dans les idées bien plus élevée que chez la concurrence. Et ils ont su se montrer à la hauteur de leur réputation. La jouabilité est exceptionnelle, la façon dont Mario réagit aux commandes est extrêmement satisfaisante, j'adore jouer à ce jeu. Mais il a tout de même un gros défaut. Alors certains critiquent le trop grand nombre de lunes et le fait qu'elles soient pas toutes intéressantes à trouver, mais ça m'a pas gêné moi. Hein. Vous voyez, c'est comme les noix Korogu de Zelda. Il y avait des gens pour critiquer que c'était trop répétitif et qu'il y en avait trop,
Mais de toute évidence, Nintendo attendait pas de nous qu'on aille toutes les chercher. Déjà une centaine était plus que suffisante. C'est juste pour gagner un peu de confort avec ton inventaire. C'est pas obligatoire et t'as aucune récompense utile à choper les 900 noix Korogu. Y'a que les psychopathes qui font ça. Seulement, pour être sûr que le joueur moyen en trouve au moins quelques dizaines sur son chemin, dans un monde aussi énorme, bah fallait bien en foutre partout. Sortez-vous de cette mentalité de complétionniste, chopez que les noix sur votre chemin et tout se passera très bien. Mario Odyssey, c'est pareil. T'as pas besoin de tout choper pour avancer dans le jeu, ni même pour déverrouiller les tout derniers niveaux bonus. Les lunes, c'est des noix Korogu. Elles sont pas hyper intéressantes parce qu'il fallait en foutre plein partout pour être sûr que même le dernier des teubés tombe sur assez de lunes pour progresser. Mais je comprends que ça soit trompeur les lunes, ça évoque les étoiles des Mario précédents qui étaient autrement plus rares et précieuses. Moi j'ai fait toutes les lunes, alors je peux vous le dire, ça ne vaut pas le coup. Ne les faites pas toutes, faites ce que vous croiserez sur votre chemin. Je vous rassure, vous ne passerez pas à côté de la meilleure partie du jeu. Vous ne raterez pas les meilleurs niveaux de plateforme. Puisqu'on y vient, le souci de ce jeu pour moi, c'est qu'il n'y a quasiment plus de plateformes. Tous les sous-niveaux utilisent de nouvelles transformations et donc aucune ne pousse l'idée très loin. Ce qui fait que la difficulté est toujours au plus bas. Mario Odyssey est un jeu très facile, mais qui n'a même pas de challenge à offrir à celui qui en voudrait, contrairement à Mario Galaxy 2. C'est ça mon problème, le jeu est trop bien à découvrir, mais pas à approfondir, parce qu'il manque de défis pour quiconque aurait maîtrisé son gameplay parfait. Je vais m'arrêter là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment celle où j'ai rejoué à tous les Mario dans l'ordre, donc ça ferait que de la redite. Malgré tout, c'est le dernier jeu vidéo traditionnel de Nintendo qui m'est marqué. Les idées de génie, j'en ai plus vraiment vu beaucoup depuis. Il y a eu des bons jeux, mais rien de l'excellence et de l'ambition du Zelda ou Mario de la première année de la Switch. Même techniquement, rendez-vous compte, je trouve que les plus beaux jeux de la console, c'est encore ceux de 2017. Est-ce qu'on a fait mieux que Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Odyssey ou Xenoblade Chronicles 2 ? Tous les jeux qui sortent depuis 5 ans sont moins riches, moins beaux et donnent tout simplement moins envie. Comme par exemple WarioWare Get It Together. Et pourtant, j'adore les WarioWare, mais c'était pas fou sur Switch. En même temps, la recette s'essoufflait, on pouvait pas continuellement faire la même chose. On n'allait pas avoir encore le best-of WarioWare de la 3DS. Fallait changer la recette. Ils l'ont fait, et c'est tout à leur honneur d'expérimenter, parce que c'est justement en expérimentant que Nintendo atteint des sommets. Mais forcément, c'est pas un exploit à chaque fois. WarioWare Get It Together reste cool, mais plutôt que de contrôler directement le mini-jeu, tu contrôles un personnage qui interagit avec son environnement. Ce qui était fun dans les précédents, c'était l'instantanéité des contrôles. Là, c'est tout simplement moins fun parce que moins réactif. Pourquoi ils ont fait ça ? Ben parce que c'était la seule façon de faire jouer 2 personnes en même temps au même mini-jeu. C'est dans le titre, WarioWare Get It Together est fait pour être joué avec un pote. C'est un des concepts même de la Switch, de pouvoir facilement tendre un de tes Joy-Con à quelqu'un pour facilement jouer en multijoueur sans racheter de manette. Ce jeu intègre trop bien la philosophie de la Switch, et il est fun. Le souci, c'est que je peux pas m'empêcher de le comparer aux autres WarioWare qui étaient plus fun, eux. Même à plusieurs. Dans ce domaine, le modèle, c'est l'épisode GameCube. Tu peux jouer jusqu'à 4, alors effectivement, tu joues pas toujours au mini-jeu en même temps. Souvent, il y en a qu'un seul qui joue, et les autres le dérangent, mais ça crée des concepts tellement marrants que c'est le jeu multijoueur compétitif que je retiens le plus sur la GameCube. Alors que l'épisode Switch est plutôt coopératif. Et dans ce style, c'est juste moins drôle WarioWare. Surtout qu'à être sans cesse 2 personnages à l'écran, ça devient vite confus et très brouillon sur qui doit faire quoi. Ça demande de la coordination, souvent très rapide vu la durée des micro-jeux. Ça se fait, mais c'est pas pour ça que j'aime WarioWare. J'ai l'impression qu'on a atteint un mur où c'est dur de faire évoluer la recette sans perdre la saveur originale. Mais ils ont essayé, on peut leur reconnaître ça. Par contre, j'ai du mal à imaginer une suite de sitôt tant que Nintendo ne sort pas un tout nouveau périphérique ludique qui permettrait de nouveaux micro-jeux. Et pourquoi pas la VR d'ailleurs ? Tout se regroupe. Une compatibilité avec le Labo Kit VR aurait permis de nouveaux concepts, mais seulement en solo, ce qui n'est pas le but du jeu. Dans cette vidéo, je vous ai cité les 2 exclus Switch les plus mémorables à mes yeux. Super Mario Odyssey et Nintendo Labo. Mario Odyssey est imparfait, donc on attend une suite. On attend depuis longtemps, mais je perds pas espoir. Habituellement, Nintendo aime pas sortir 2 jeux d'une même série sur la même console, sauf sur Wii, et connaissant le succès de la Switch, elle pourrait suivre le même chemin vu le grand nombre d'années qui lui reste.
Quant à Nintendo Labo, c'est plus compliqué. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de nouvel épisode, et on sait que ça n'a pas été un succès. C'est con, ils avaient laissé un 0 dans leur numérotation. C'est qu'ils avaient l'ambition d'en sortir au moins une dizaine. Il aurait pu y avoir encore plein de concepts de ouf. J'attends toujours l'émulateur Virtual Boy comme ça, moi. Tant pis, Nintendo a abandonné la construction et l'a délégué à Lego, qui fait des trucs vachement sympas, hein, entre la NES, le bloc Mario 64 et le Bowser géant qui a été annoncé ce mois-ci. Je vous aurais bien dirigé vers une autre vidéo, mais là j'en ai trop à vous proposer sur le thème de la construction. Entre mon tuto vibro, le sumo labo, le Lego Mario et ma musique au piano, oh y a de quoi devenir dingo. Je vous invite à vous balader dans les méandres de ma chaîne. Il y a encore des vidéos pertinentes, je vous jure.